Azincourt, Crécy, Poitiers, 3 noms maudits, 3 cicatrices ouvertes dans la chair de la France. Pendant près d'un siècle, ces noms ont hanté les cauchemars de nos ancêtres. Ils racontent tous la même histoire tragique, celle de la glorieuse chevalerie française, la plus noble d'Europe, brisée, piétinée et massacrée dans la boue par des paysans anglais armés de simples arcs en bois. Le mythe était devenu une vérité absolue. L'archer anglais était invincible. Caché derrière ses pieux aiguisés, il était intouchable. Il pouvait faire pleuvoir la mort à des centaines de mètres, perçant les armures les plus solides comme du papier. L'Angleterre se sentait supérieure, intouchable, divine. Mais l'orgueil précède toujours la chute. Et cette chute, brutale, sanglante, définitive, a eu lieu le 18 juin 1429. Ce jour-là, près d'un petit village nommé Pataille, le scénario s'est inversé. Pour la première fois, les prédateurs sont devenus les proies. Ce jour-là, il n'y a eu ni pitié, ni prisonnier, ni gloire pour l'envahisseur. Ce fut une boucherie, une exécution sommaire, un règlement de compte attendu depuis 3 générations. En moins d'1 heure, la fine fleur de l'armée anglaise, ces vétérans qui terrorisaient le royaume depuis des décennies, a été anéantie, balayée par une charge de cavalerie si foudroyante, si violente, qu'ils n'ont même pas eu le temps de sortir une seule flèche de leur carquois. Oubliez tout ce que vous savez sur la guerre de 100 ans. Oubliez l'image du chevalier français, incompétent et arrogant. Aujourd'hui, sur l'héritage de fer, nous allons vous raconter comment la France a brisé les chines de l'Angleterre. Comment la peur a enfin changé de camp. Voici l'histoire de la bataille de Pataille, le jour où la fureur française a lavé l'honneur du pays dans le sang de ses ennemis. Pour comprendre la violence absolue de ce qui allait se dérouler ce jour-là, il faut remonter quelques semaines en arrière et saisir l'état d'esprit qui régnait dans le royaume. La France ne se contentait pas de gagner une guerre. Elle était en train de renaître de ses cendres. Le siège d'Orléans venait d'être brisé au mois de mai. Pour la première fois depuis des décennies, l'Anglais, cet envahisseur, qui semblait jouir d'une protection diabolique, reculait. Il ne reculait pas par choix stratégique, il fuyait. La peur, cette peur glaciale qui paralysait les veines des chevaliers français depuis la catastrophe d'Azincourt, 14 ans plus tôt, était en train de changer de camp. Mais l'animal blessé est toujours le plus dangereux. L'armée anglaise, bien que secouée, restait une machine de guerre redoutable, disciplinée et mortelle. Elle était commandée par des hommes d'acier, des capitaines dont la seule évocation suffisait à faire trembler les garnisons françaises. À leur tête se trouvait John Talbot, le comte de Shrewsbury. Retenez bien ce nom. Talbot n'était pas un simple général. C'était une légende vivante, un colosse brutal et arrogant, surnommé le Dog anglais. Pour lui, les Français n'étaient que du bétail apeuré, indigne de porter l'épée. Il incarnait cette suffisance britannique, cette certitude inébranlable que, peu importe le nombre d'ennemis, une bonne volée de flèches suffirait à les disperser. À ses côtés, un autre homme, Sir John Fastolf, lui, était différent, plus calculateur, plus prudent, plus conscient peut-être que le vent avait tourné. Fastolf commandait une armée de renforts venue de Paris, chargée d'armes, de vivres et surtout de nouvelles troupes fraîches pour stopper l'hémorragie anglaise dans la vallée de la Loire. Ces 2 hommes, Talbot le guerrier impulsif et Fastolf le tacticien froid, allaient devoir unir leurs forces pour tenter de sauver ce qui pouvait l'être. Leur objectif était simple, se replier vers le nord, vers la sécurité des forteresses parisiennes, pour se regrouper et contre-attaquer plus tard.
Ils longeaient la Loire, abandonnant ville après ville, Jargeau, Meung-sur-Loire, Beaugency. Les places fortes tombèrent les unes après les autres entre les mains des Français. C'était une véritable campagne de nettoyage, menée tambour battant sous l'impulsion spirituelle de Jeanne d'Arc, mais surtout sous le commandement militaire, impitoyable, de capitaines de guerre qui avaient une soif de vengeance. Imaginez la scène. Nous sommes en plein mois de juin. Il fait chaud. La poussière des chemins de terre de la Beauce sature l'air. C'est une vaste plaine, plate comme la main. Un océan de blé et d'herbes folles, sans collines, sans forêt dense pour se cacher. Un terrain découvert idéal pour la cavalerie, mais un cauchemar pour une infanterie prise au dépourvu. L'armée anglaise, forte de plusieurs milliers d'hommes, marche en colonne. Elle s'étire sur des kilomètres. Il y a là l'élite des archers, ces fameux longbowmen, avec leurs arcs en if plus grands qu'un homme, capables de transpercer une côte de mailles à 200 mètres. Il y a les chariots de ravitaillement, les pages, les écuyers. C'est une bête lourde, lente, encombrée par son butin et son matériel. Et surtout, cette armée est nerveuse. Les soldats anglais sentent que quelque chose a changé. Ils ne sont plus les chasseurs. Ils regardent par-dessus leur épaule. La rumeur court dans les rangs. La pucelle est là, et avec elle, les démons de la guerre française se sont réveillés. De l'autre côté, l'état-major français est en ébullition. La tentation de la prudence est grande. Après tout, Orléans est sauvé. Pourquoi risquer une nouvelle défaite rangée? Le souvenir d'Azincourt est encore vif dans les esprits. Charger des archers anglais bien positionnés, c'est du suicide. C'est ce que répètent les vieux conseillers du roi. Il faut laisser partir les Anglais, disent-ils. La victoire est déjà belle. Mais de nouveaux hommes ont pris le pouvoir sur le champ de bataille. Des hommes comme Étienne de Vignolles, dit La Hire, un géant gascon, violent, grossier, un homme qui ne vit que pour le fracas du métal contre le métal. Pour La Hire, laisser partir Talbot est une insulte. On ne laisse pas un ennemi mortel s'échapper pour qu'il revienne vous égorger demain. Il y a aussi Pothon de Xaintrailles, son compagnon d'armes, tout aussi féroce, et le connétable de Richemont, un vétéran dur au mal, qui a rejoint l'armée malgré la méfiance du roi. Ces hommes regardent Jeanne, et Jeanne leur donne la réponse qu'ils attendaient. Elle leur dit de ne pas avoir peur. Elle leur dit « Menez-les, ils fuient, il faut les éperonner ». L'ordre est donné. Ce ne sera pas une marche militaire classique, ce sera une traque, une chasse à courre où le gibier est l'armée la plus redoutée de la chrétienté. Les Français décident alors de diviser leurs forces. Une manœuvre risquée mais nécessaire. Le corps principal, avec l'artillerie et les nobles les plus importants, suivra derrière. Mais devant, loin devant, on envoie l'avant-garde, une force de frappe rapide, mobile, constituée d'environ 1500 cavaliers lourds. Ce ne sont pas des troupes de parade, ce sont des tueurs professionnels, montés sur des destriers puissants, bardés de fer. Leur mission n'est pas d'engager le combat frontalement contre toute l'armée anglaise, mais de la harceler, de la ralentir, de la mordre au jarret, jusqu'à ce que le gros des troupes françaises arrive pour l'Hallali. C'est une course contre la montre qui s'engage dans les plaines de la Beauce. Les Anglais savent qu'ils sont suivis, mais ils ignorent à quelle distance se trouve l'ennemi. Talbot et Fastolf se disputent. Fastolf, sentant le danger, veut que l'armée reste en formation de combat, prête à tout instant. Il sait que la force de l'archer anglais réside dans sa position statique. Il doit avoir le temps de planter ses pieux pointus dans le sol pour briser la charge des chevaux. Sans ses pieux, l'archer est vulnérable. Avec ses pieux, il est une forteresse. Talbot,
lui, est furieux. Il refuse de croire que les Français oseront attaquer. Il veut avancer, vite, pour atteindre la sécurité de Janville. Il méprise ses poursuivants. Il pense qu'au premier vol de flèches, les Français tourneront les talons, comme ils l'ont toujours fait depuis Crécy. Cette arrogance va sceller leur destin. Le 18 juin, au matin, la chaleur est déjà accablante. L'avant-garde française, menée par la Hiéroxintrailles, galope à travers champs. Ils avancent en silence, les yeux rivés sur l'horizon, cherchant le moindre nuage de poussière qui trahirait la position de l'ennemi. Ils savent que s'ils tombent sur les Anglais préparés et retranchés, ils seront massacrés. C'est le pari de leur vie. Ils jouent le tout pour le tout. Ils doivent surprendre l'ennemi en mouvement, dans ce moment de vulnérabilité critique, où l'ordre de marche n'est pas encore un ordre de bataille. La tension est insoutenable. Chaque minute qui passe rapproche les Anglais de leur refuge et éloigne les chances d'une victoire décisive. Les éclaireurs français battent la campagne, nerveux. Où sont-ils? L'armée de Talbot semble s'être volatilisée dans l'immensité de la plaine. Si les Français ratent leur cible, s'ils se jettent dans une embuscade, ce sera un nouveau désastre national. L'histoire de France retient son souffle. C'est alors que le destin, ou peut-être la justice divine, décide d'intervenir de la manière la plus inattendue qui soit. Ce ne sont pas des espions, ni des stratégies complexes qui vont faire basculer l'histoire ce jour-là. C'est un simple animal, un hasard stupide et cruel. L'armée anglaise est là, tout près, dissimulée par un petit vallon boisé et des haies près du village de Pataille. Talbot a positionné son arrière-garde pour couvrir sa retraite. Des centaines d'archers d'élite sont là, tapis dans l'ombre des arbres, invisibles. Ils attendent. Si les cavaliers français passent par là sans les voir, ils seront fauchés par une pluie de morts latérales avant même de comprendre ce qui leur arrive. Le piège est parfait. L'embuscade est mortelle. Les Français, emportés par leur élan, foncent droit dans la gueule du loup sans le savoir. La Hire et ses hommes approchent. Ils scrutent les bois, mais ne voient rien. Le silence est total. Les oiseaux se sont tus. Les Anglais retiennent leur souffle, les doigts crispés sur la corde de leurs arcs, prêts à décocher l'enfer. Quelques secondes encore, et la cavalerie française sera à portée de tir. L'histoire s'apprête à se répéter. Une charge aveugle, une surprise sanglante, et la fleur de la chevalerie française qui s'effondre dans la poussière. Tout est en place pour une nouvelle tragédie. Mais soudain, un bruit, un frémissement dans les fourrés. Un cerf, magnifique et terrifié, déboule de la forêt. Il a été effrayé par l'arrivée de la colonne française. L'animal, paniqué, ne court pas vers le large. Il fonce droit vers les lignes anglaises cachées dans les bois. Il bondit au milieu des soldats accroupis. Et là, la discipline anglaise, cette discipline légendaire qui a fait plier des rois, se fissure pour une raison dérisoire. Voyant le gibier passer à portée de main, l'instinct de chasseur reprend le dessus sur l'instinct du soldat. Un cri s'élève des rangs anglais, un grand rire, une clameur de chasse, un halali, joyeux et stupide. Les archers, pensant être seuls et invisibles, se lèvent pour saluer le cerf. Ils oublient la guerre une seconde. Ils oublient qu'ils sont traqués. Ils révèlent leur position pour un morceau de viande. Ce cri, c'est le son du destin qui change de camp. À quelques centaines de mètres de là, les oreilles exercées des éclaireurs français captent la clameur. La Hire s'arrête net. Il lève la main. Il regarde vers le bois. Il a entendu. Il sait. Ils sont là.
L'effet de surprise vient de s'inverser brutalement. Les Anglais ne sont plus des fantômes invisibles prêts à frapper. Ils sont des cibles localisées, à découvert, et surtout, ils ne sont pas prêts. Ils n'ont pas encore planté leurs pieux. C'est le moment de vérité. C'est la seconde qui sépare la victoire de la défaite, la vie de la mort. Lahir ne consulte personne. Il ne convoque pas de conseil de guerre. Il n'attend pas les ordres du roi, ni l'arrivée de Jeanne qui est encore loin derrière, avec le gros de l'armée. Il sait que c'est maintenant ou jamais. Il regarde ses hommes, ses 1500 chevaliers couverts d'acier, les visages fermés, ruisselant de sueur sous les chaumes. Il sait qu'ils attendaient ce moment depuis leur naissance. Il dégaine son épée. Pas de discours héroïque, pas de prière, juste un ordre, hurlé avec la puissance d'un orage. En avant, à mort! La terre se met à trembler. D'abord doucement, puis avec une violence sismique. La cavalerie française, cette masse de fer et de muscles, s'ébranle. Elle ne trotte pas, elle passe immédiatement au galop. C'est une avalanche d'acier qui fond sur le bois, où les Anglais rient encore de leur serre. Imaginez la scène du point de vue des Anglais. Le rire s'éteint instantanément dans leur gorge. Le sol vibre sous leurs bottes. Ils entendent ce grondement sourd, terrifiant, qui grandit seconde après seconde. Ils lèvent la tête et voient, sortant du nuage de poussière, les bannières à fleurs de lys et les pointes de lances abaissées. Ils réalisent leur erreur. Ils réalisent qu'ils ont commis la faute impardonnable. La panique, cette vieille amie des Français, change soudainement d'âme sœur et vient étreindre le cœur des Anglais. « Au pieu, hurlent les sergents. Les archers se précipitent, tentent frénétiquement de saisir leurs grands pieux de bois, d'enfoncer la pointe dans le sol dur et sec de l'été. Mais le sol résiste. Il faut taper fort. Il faut du temps. Il faut du calme. Et ils n'ont plus rien de tout cela. C'est trop tard. La distance est dévorée à une vitesse hallucinante. Les chevaux sont lancés à pleine puissance. Il n'y aura pas de duel à distance. Il n'y aura pas de pluie de flèches obscurcissant le ciel. Cette fois, ce sera un choc, brutal, physique, immédiat. La cavalerie française ne charge pas pour mourir. Elle charge pour tuer. Elle arrive sur eux comme un train lancé à pleine vitesse sur une foula immobile. L'impact est imminent. La vengeance est en marche et elle porte une armure de plate complète. Le choc est d'une violence inouïe. Le bruit de l'acier percutant les corps mous, le craquement des os et le hurlement des hommes couvrent instantanément le vacarme des sabots. La première ligne d'archers anglais n'est pas simplement repoussée, elle est pulvérisée. Les chevaux, ces bêtes de guerre de 600 kilos, percutent les fantassins légers avec l'énergie cinétique d'un boulet de canon. Les poitrines s'enfoncent, les crânes éclatent sous les sabots ferrés. Ceux qui ne sont pas piétinés sont fauchés par les épées et les lances des chevaliers qui, ivres de rage, frappent de taille et d'estoc sans aucune retenue. Il n'y a pas de combat. C'est un massacre unilatéral. Les archers, pris de court, n'ont même pas eu le temps d'encocher une flèche. Leurs arcs longs, ces armes redoutables qui avaient fait leur gloire, sont inutiles à bout portant. Ils tentent de se défendre avec de petites dagues, des maillets de plomb, tout ce qui leur tombe sous la main. Mais que peut faire un homme en tunique de cuir face à un chevalier en armure complète, monté sur un destrier caparaçonné? Rien. C'est une lutte inégale, une boucherie mécanique. Les Français avancent comme une moissonneuse dans un champ de blé, laissant derrière eux un sillage de cadavres et de sang. La panique se propage comme une traînée de poudre. Voyant l'avant-garde se faire anéantir en quelques secondes, le reste de l'armée anglaise commence à vaciller. Sir John Fastolfe, qui commandait l'arrière-garde un peu plus loin,
assiste au désastre. Il voit l'impensable se produire. La ligne anglaise, réputée infranchissable, a explosé au premier contact. Il comprend immédiatement que la bataille est perdue avant même d'avoir réellement commencé. Son instinct de survie prend le dessus. Au lieu de lancer ses troupes dans la mêlée pour tenter de sauver ses camarades, il donne l'ordre de la retraite. Mais ce n'est pas une retraite ordonnée. C'est une fuite éperdue. Fastolf et ses hommes tournent le dos au combat et galopent vers le nord, abandonnant Talbot à son sort. Cette décision, sage militairement peut-être, sera perçue comme une lâcheté impardonnable et ternira son nom pour l'éternité, inspirant plus tard à Shakespeare le personnage couard de Falstaff. Mais pour Talbot, il n'est pas question de fuir. Le vieux lion est piégé au cœur de la tourmente. Il tente de rallier ses hommes, hurlant des ordres au milieu du chaos, essayant de former un carré défensif, n'importe quoi, pour stopper cette marée de fer. Mais ses soldats ne l'écoutent plus. La peur, cette terreur primale, a dissous toute discipline. Ils jettent leurs armes, leurs casques, et courent, cherchant désespérément à échapper aux lames françaises. C'est une déroute totale, absolue. Les chevaliers français, voyant l'ennemi se disloquer, redoublent d'ardeur. Ils ne se contentent plus de charger, ils poursuivent. Ils traquent les fuyards à travers les champs, les rattrapant un par un. La plaine de Patay se transforme en un immense abattoir à ciel ouvert. Au milieu de cet apocalypse, un duel symbolique se joue. Pothon de Xaintrailles, l'un des capitaines français les plus féroces, repère Talbot dans la mêlée. Le général anglais, démonté, se bat comme un démon, mais il est encerclé. Xaintrailles fonce sur lui. Il n'y a pas de grand discours chevaleresque. Talbot est mis à terre, désarmé, capturé. L'image est saisissante. Le commandant suprême des forces anglaises, l'homme qui faisait trembler les rois, est à genoux dans la poussière, prisonnier d'un simple capitaine gascon. C'est la fin d'une époque. L'invincibilité anglaise gît là, vaincue, humiliée, au pied de la France renaissante. Le bilan, lorsque la poussière retombe enfin, en fin d'après-midi, est stupéfiant. Il défie l'entendement. Côté anglais, c'est l'hécatombe. On parle de 2000 à 2500 morts. Mais attention, ce ne sont pas n'importe quelles morts. Ce ne sont pas des levées paysannes sans valeur. Ce sont les archers d'élite, les vétérans des campagnes précédentes, le cœur même de la puissance militaire anglaise. Il faut des années, parfois une vie entière, pour former un archer capable de tirer avec le grand arc de guerre anglais. En une seule heure, la France a effacé une génération entière de spécialistes. Ces hommes sont irremplaçables. L'Angleterre a perdu son bras armé. Et côté français, c'est là que le miracle éclate dans toute sa splendeur. Les chroniques de l'époque, même les plus prudentes, peinent à cacher leur incrédulité. On parle de 3 morts. Oui, vous avez bien entendu. 3 chevaliers, peut-être 5, selon certaines sources plus pessimistes. Mais le ratio est là, brutal, implacable. Pour chaque Français tombé ce jour-là, 500 Anglais ont mordu la poussière. C'est un score sans appel, une victoire si écrasante qu'elle en devient presque irréelle. C'est l'inverse exact d'Azincourt. La revanche est totale. Cette victoire n'est pas due au hasard. Elle n'est pas due à une intervention divine, même si la présence spirituelle de Jeanne d'Arc a galvanisé les cœurs. Non, Patay est une victoire tactique pure. C'est le triomphe de l'agressivité sur la passivité. C'est la preuve que les capitaines français avaient enfin appris de leurs erreurs passées. Ils ont compris que face à l'archer anglais, il n'y a qu'une seule solution, la vitesse. Ne pas lui laisser le temps de s'installer,
ne pas lui laisser le temps de réfléchir. Il faut le frapper vite, fort, et au moment où il s'y attend le moins. L'audace de l'haïr, cette décision folle de charger sans attendre, a été la clé. Si les Français avaient hésité, s'ils avaient attendu le reste de l'armée, Talbot aurait eu le temps de se retrancher, et l'histoire aurait pu être tragiquement différente. Mais ce jour-là, l'audace était française, et le résultat a changé la face de la guerre. L'armée anglaise de la Loire n'existe plus. Elle est anéantie, dispersée, décapitée. La route vers Reims, la route du sacre pour le dauphin Charles, est désormais grand ouverte. Plus rien ne peut arrêter la marche triomphale de la France. Le verrou a sauté. La peur a changé de camp, définitivement. Les Anglais, qui se croyaient les maîtres incontestés du champ de bataille, ont découvert qu'ils étaient mortels. Ils ont découvert que la furie française, lorsqu'elle est canalisée et bien dirigée, est une force irrésistible. Patay n'est pas seulement une bataille gagnée, c'est un traumatisme psychologique pour l'Angleterre. La nouvelle du désastre se répand, comme une traînée de poudre, à travers l'Europe. À Londres, c'est la consternation. On ne comprend pas. Comment l'armée de Talbot a-t-elle pu être anéantie si vite? Le mythe de la supériorité raciale de l'anglais sur le français s'effondre. On commence à murmurer que Dieu a choisi son camp, que la cause anglaise est maudite. Le recrutement devient difficile. Les désertions se multiplient. L'ombre de la défaite commence à planer sur les ambitions des Plantagenets. Pour la France, c'est l'électrochoc inverse. C'est la résurrection de la fierté nationale. Après des décennies d'humiliation, de trahison, de guerre civile, le peuple français relève la tête. Il voit ses chevaliers non plus comme des incompétents arrogants, mais comme des héros vengeurs. La victoire de Patay redonne confiance à toute une nation. Elle prouve que la fatalité n'existe pas. Elle prouve que même au fond du gouffre, quand tout semble perdu, un sursaut d'énergie, de courage et d'intelligence peut tout renverser. C'est la leçon éternelle de cette bataille. Rien n'est jamais écrit d'avance. La capture de Talbot est le symbole de ce renversement. Lui qui traitait les Français avec tant de mépris se retrouve leur prisonnier pendant 4 longues années. Lorsqu'il sera libéré, il ne sera plus jamais le même homme, même s'il continuera à se battre jusqu'à sa mort, bien plus tard, à Castillon. Mais le Talbot de la terreur, celui qui paralysait ses ennemis par sa seule présence, est mort à Patay, le 18 juin 1429. Et que dire de Jeanne? Elle n'a pas mené la charge sabre au clair ce jour-là. Elle est arrivée après la bataille, avec le gros de l'armée, pour constater la victoire. Certains ont voulu minimiser son rôle, dire qu'elle n'y était pour rien. Mais c'est faux. Sans elle, sans le souffle qu'elle a insufflé à ses capitaines brutaux, sans cette conviction mystique qu'elle leur a transmise, jamais l'Aïr ou Xaintrailles n'aurait osé une telle manœuvre. Elle a libéré leur audace. Elle a brisé les chaînes de la peur qui entravaient l'état-major français. Patay est sa victoire, autant que celle de ses cavaliers. C'est la validation sanglante de sa prophétie. Bouter les Anglais hors de France. Ainsi s'achève la journée la plus glorieuse et la plus méconnue de la guerre de 100 ans. Tandis que le soleil se couche sur la plaine de la Beauce, illuminant les cadavres des archers anglais et les armures étincelantes des vainqueurs, une nouvelle ère commence, l'ère de la reconquête, l'ère où la France, unie derrière son roi et sa pucelle, va reprendre, pouce par pouce, la terre de ses ancêtres. Le cauchemar d'Azincourt est enfin exorcisé. Les fantômes de Crécy peuvent reposer en paix. Leurs fils les ont vengés. Ce qui rend Patay si unique, si dévastateur pour l'envahisseur,
Ce n'est pas seulement le nombre de morts, c'est la qualité de ceux qui sont tombés. Il faut bien comprendre la mécanique de la puissance anglaise de l'époque. Toute leur stratégie, toute leur domination reposait sur une ressource unique, précieuse et extrêmement difficile à produire, l'archer. Un chevalier, on peut l'armer en quelques mois si on a de l'argent. Un fantassin, on peut le lever dans n'importe quel village en lui donnant une pique. Mais un archer anglais, c'est l'œuvre d'une vie. La loi anglaise obligeait les paysans à s'entraîner au tir à l'arc, chaque dimanche après la messe, dès l'enfance. Il faut des années pour développer la musculature du dos et des bras, nécessaires pour bander un arc de guerre de plus de 50 kilos de tension. Il faut des décennies pour acquérir la précision et la discipline de tir qui permettaient de transformer une volée de flèches en un nuage mortel, ce que la cavalerie française a détruit en quelques minutes dans les plaines de la Beauce. Ce n'est pas une armée, c'est un capital humain accumulé sur 30 ans. L'Angleterre venait de perdre ses spécialistes. Elle ne pourra jamais les remplacer. À partir de ce jour, la qualité des archers anglais va décliner inexorablement. Ils ne seront plus jamais cette force invincible qui terrorisait l'Europe. Patay a brisé l'outil de la conquête. À Paris, où le duc de Bedford, régent pour le compte du roi d'Angleterre, tient sa cour, la nouvelle arrive comme un coup de tonnerre. C'est la panique. Les chroniques racontent que les Anglais s'enferment dans la Bastille, terrorisés, attendant de voir surgir les bannières de la Pucelle et de la Hire sous leurs murs. L'effet psychologique est total. Bedford, cet homme d'État froid et compétent, comprend que le vent a tourné. Il écrit en Angleterre pour demander des renforts urgents, mais le ton de ses lettres a changé. Il ne parle plus de conquête, il parle de survie. Il parle de cette créature, Jeanne, qui a ensorcelé ses troupes et brisé leur courage. L'Angleterre est sur la défensive. Pour la première fois de la guerre, elle ne dicte plus le tempo, elle subit. Et pendant que l'ennemi tremble et se terre dans ses forteresses, la France, elle, se met en marche. La victoire de Patay a débloqué la situation politique la plus complexe du siècle. Jusqu'alors, le dauphin, Charles, le futur Charles VII, n'était qu'un petit roi de Bourges, un monarque sans couronne, contesté, doutant de sa propre légitimité. Il lui fallait le sacre, il lui fallait Reims. Mais Reims est loin, très loin au nord, en plein territoire ennemi, au cœur des terres contrôlées par les Bourguignons et les Anglais. Avant Patay, une telle expédition aurait été une folie suicidaire. Traverser des centaines de kilomètres de pays hostiles avec une armée, c'était courir au désastre. Mais après Patay, tout devient possible. La peur qui a saisi le camp anglo-bourguignon agit comme un brise-glace. L'armée royale, désormais auréolée de gloire et crainte comme la peste, prend la route du nord. C'est ce qu'on appellera la chevauchée vers Reims. Et c'est là que l'on mesure la véritable portée de la victoire du 18 juin. Les villes fortifiées qui barrent la route, Troyes, Châlons, Reims, auraient pu résister des mois. Elles auraient pu affamer l'armée française, l'épuiser dans des sièges interminables. Mais elles ne le font pas. Pourquoi? Parce que le spectre de Patay plane sur elles. Les garnisons savent ce qui est arrivé à l'élite de Talbot. Elles savent que cette armée française ne joue plus selon les vieilles règles courtoises. Elle frappe fort, elle frappe vite et elle gagne. Une à une, les villes ouvrent leurs portes. Parfois, après une brève négociation, parfois par simple intimidation. La chevauchée du sacre se transforme en une marche triomphale, presque sans combat. C'est l'onde de choc de la bataille qui ouvre la route. Les bourgeois des villes se disent
Si Talbot et ses archers n'ont pas pu les arrêter, comment pourrions-nous le faire? Le 17 juillet 1429, moins d'un mois après la charge dévastatrice de La Hire, le miracle s'accomplit. Charles VII entre dans la cathédrale de Reims. Auprès de lui, Jeanne d'Arc tient son étendard. La noblesse de France, celle-là même qui avait été décimée à Azincourt, est là, renaissante, fière, entourant son souverain. L'huile sainte coule sur le front du roi. Les trompettes sonnent. Ce moment, c'est la victoire politique absolue. En étant sacré à Reims, Charles VII devient le seul roi légitime aux yeux de Dieu et du peuple. L'autre prétendant, le jeune roi anglais, Henri VI, n'est plus qu'un usurpateur. La guerre n'est pas finie militairement. Elle durera encore plus de 20 ans. Mais moralement, politiquement, l'Angleterre a perdu la partie ce jour-là. Et rien de tout cela n'aurait été possible sans le massacre de Patay. C'est le sang versé dans la Beauce qui a acheté l'huile du sacre. Il faut aussi souligner l'évolution tactique majeure que cette bataille représente pour l'armée française. Pendant trop longtemps, on a caricaturé la chevalerie française comme une masse indisciplinée de nobles orgueilleux, incapables d'obéir aux ordres, chargeant bêtement pour la gloire individuelle. Patay prouve le contraire. Ou plutôt, Patay montre la mutation. Oui, l'avant-garde d'Ayo a chargé sans attendre, mais c'était une décision calculée, une prise d'initiative par des capitaines compétents qui savaient relire le terrain. La Hire et Xaintrailles ne sont pas des chevaliers de tournoi, ce sont des professionnels de la guerre. Ils préfigurent ce que deviendra l'armée française sous Charles VII, la première armée permanente et professionnelle d'Europe, les fameuses compagnies d'ordonnance. Patay est la démonstration que la cavalerie lourde, lorsqu'elle est bien utilisée, reste la reine des batailles. On avait trop vite enterré le chevalier face à l'archer. On disait l'armure obsolète. C'était faux. L'armure, si elle est portée par un homme déterminé et rapide, est un char d'assaut vivant. Les Français ont redécouvert leur force, le choc. Ils ont cessé de vouloir imiter les Anglais ou de jouer selon leurs règles. Ils ont imposé leur propre style, l'agression brutale, la mobilité, l'impact physique. Ils ont compris que pour vaincre un ennemi qui mise tout sur la distance, il faut abolir cette distance le plus vite possible. C'est une leçon de guerre qui traversera les siècles, de la charge de Patay jusqu'aux percées blindées modernes. La vitesse est la meilleure des protections. L'Angleterre, elle, ne s'en remettra jamais vraiment sur le continent. Le doute s'est installé. Les alliances commencent à se fissurer. Le duc de Bourgogne, sentant le vent tourner, commence à envisager de se rapprocher de la France. Le traité d'Arras, qui scellera la réconciliation franco-bourguignonne quelques années plus tard et isolera définitivement les Anglais, trouve ses racines ici, dans cette démonstration de force. Personne ne veut être l'allié du perdant. Et après Patay, l'Angleterre a l'odeur de la défaite collée à la peau. Talbot lui-même, après sa libération, deviendra un symbole de cet acharnement désespéré. Il reviendra se battre, encore et encore, jusqu'à sa mort à Castillon en 1453, la bataille qui mettra le point final à la guerre de 100 ans. Mais il est ironique de voir que sa fin sera le miroir inversé de Patay. À Castillon, c'est l'artillerie française, une nouvelle technologie maîtrisée par les frères Bureau, qui massacrera les Anglais. De la charge de cavalerie de 1429 au canon de 1453, la France n'a cessé d'innover, d'apprendre et de se durcir, tandis que l'Angleterre restait figée sur ses gloires passées, sur ses archers et ses pieux, incapable de comprendre que le monde avait changé. Patay est donc bien plus qu'une revanche. C'est une rupture.
C'est le moment où le Moyen-Âge militaire bascule. C'est le moment où la France cesse d'être une victime pour redevenir une puissance. C'est le moment où l'histoire a cessé de bégayer pour avancer à nouveau. Ce n'est pas seulement la victoire de Jeanne ou de La Hire, c'est la victoire de l'adaptation sur la tradition, de l'audace sur la prudence, de la vie sur la mort. L'héritage de Patay résonne encore aujourd'hui, même s'il est souvent éclipsé dans les livres d'histoire par les défaites spectaculaires qui l'ont précédé. Il est facile de se souvenir des tragédies. Elles marquent les esprits par leur douleur. Mais il est vital, pour une nation, de se souvenir de ses triomphes, surtout lorsqu'ils sont arrachés au bord du gouffre. Patay nous enseigne que la grandeur de la France ne réside pas dans son invulnérabilité, mais dans sa capacité inouïe à se relever. Aucune autre nation n'a frôlé l'anéantissement aussi souvent pour revenir plus forte, plus brillante, plus redoutable. Les archers anglais ont dominé le champ de bataille pendant un siècle, mais un seul après-midi de furie française a suffi pour les réduire au silence. Ce jour-là, nos ancêtres ont prouvé que la fatalité n'est qu'un mot pour ceux qui ont cessé de se battre. Ils ont prouvé que l'acier trempé dans la volonté est plus dur que n'importe quelle adversité. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler d'Azincourt, ne baissez pas la tête. Souvenez-vous du 18 juin 1429. Souvenez-vous du cerf qui a fait rire les Anglais trop tôt. Souvenez-vous du grondement de la charge de La Hire. Souvenez-vous de Talbot à genoux. C'est cela, la véritable fin de l'histoire. C'est cela, la réalité de notre passé. Un passé fait de sang, de boue, mais surtout d'une gloire immortelle qui forge notre identité. Si cette histoire a fait vibrer en vous la corde de la fierté, si vous pensez que ces héros méritent d'être célébrés et que notre histoire doit être racontée avec la force et la passion qu'elle mérite, alors rejoignez-nous. Soutenez notre travail en vous abonnant à la chaîne et en partageant cette vidéo pour que le monde sache. Vous pouvez aussi aller plus loin et devenir sponsor de l'héritage de fer pour nous aider à produire d'autres récits épiques. L'histoire est écrite par les vainqueurs, dit-on, mais elle est surtout écrite par ceux qui s'en souviennent. Nous nous souvenons. Et tant que nous porterons cette mémoire, l'héritage de fer ne s'éteindra jamais.